Pendant une consultation avec une patiente, je discute avec elle de ses fonctionnements d'hypervigilance traumatique et de reviviscence émotionnelle puissante. Ce genre de réaction que je retrouve dans son récit, c'est des choses qui peuvent parfois être très impressionnantes et qu'on retrouve le plus souvent dans des contextes post-traumatiques. Mais on n'arrive parfois pas tout à fait à mettre le doigt sur l'origine du trigger. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment plus ou moins situable dans le temps, des émotions, des réactions, des sentiments, des sensations physiques, qui peuvent même aller jusqu'aux douleurs, peuvent ressurgir parce que le cerveau a capté quelque chose. Je décris souvent ça comme une temporalité qui remonte subitement à la surface dans certaines conditions. Donc une espèce de trame temporelle qui vient se superposer à celle du présent. Bon, je l'ai déjà fait 2 fois sur cette chaîne, mais ça vaut toujours le coup de refaire cet aparté-là. Alors, je vous préviens, la manière dont je vais expliquer ce truc de reviviscence traumatique, etc., c'est beaucoup du bullshit neuro. Hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Parce que, encore une fois, c'est juste une base de compréhension un peu biologique qui permet de comprendre comment les différents fonctionnements du cerveau jouent entre eux. Mais c'est approximatif, et en réalité, c'est basé sur plein de trucs dont on n'est pas encore tout à fait sûr. L'amygdale, celle qui est dans le cerveau, pas celle qui est dans la gorge. L'amygdale, dans le cerveau, son rôle, c'est de scanner en permanence l'environnement et de comparer ce qu'elle voit avec sa base de données de trucs dangereux déjà rencontrés. Mais elle travaille vraiment sur des fragments. Une odeur, une tonalité, une voix, un procédé rhétorique, un angle de lumière, une température, une posture corporelle, une douleur spécifique, bref, elle peut reconnaître un truc dangereux juste sur la base de « quand il m'est arrivé un truc pas cool, ce machin-là, il était comme il est maintenant ». Et pour l'exemple, ce machin-là, ça peut être l'odeur des feuilles qui commencent à se décomposer sur la chaussée à la fin de l'automne. Donc ce qui peut expliquer des reviviscences traumatiques hyper saisonnière. Donc si je poursuis avec cet exemple-là, en gros, l'amygdale, elle va détecter l'odeur, et elle va donc déclencher l'alarme. Normalement, le cortex préfrontal, dont le rôle c'est une analyse un peu plus poussée de l'environnement, il devrait être en train de dire « Alors, attends, peut-être qu'on va faire une analyse un peu plus poussée, parce que je suis pas totalement sûr que dans ton souvenir, ce soit vraiment l'automne, le trauma. » L'hippocampe, dont le rôle fonctionne beaucoup autour de la mémoire, lui, ce qu'il devrait dire, c'est « Ouais, d'autant plus que là, le danger que t'es en train de voir, moi, dans mes archives, c'est écrit que c'était il y a 10 ans, le truc dangereux. Pas là, maintenant. » Mais dans un fonctionnement traumatique, ces deux-là, ils sont débordés. Le préfrontal, il a beau essayer d'insister pour qu'on analyse un peu plus la situation, l'amygdale, elle a déjà appuyé sur tous les boutons rouges et noyé sa voix sous les alarmes. Elle a lancé la cascade de stress, le corps, il est déjà en mode survie, le cœur, il s'emballe, les muscles, ils se tendent et le préfrontal, il peut aller se rasseoir. Et l'hippocampe, lui, il essaye vraiment de retrouver le dossier sur lequel il y a une étiquette avec écrit automne 2016 dessus. Mais il y a tellement de bordel dans le bureau que personne n'écoute. Au pire, dans les cas de traumas répétés ou intenses, l'hippocampe, il a pu mal archiver le truc dès le départ. Le souvenir, il est là, mais sans sa pochette date et lieu. C'est un peu comme le CD gravé que vous avez pas remis dans sa boîte par flemme. Bon bah le contenu il existe, mais le système il sait pas de quand ça date ni d'où ça vient. Et donc c'est sur cette analogie-là que j'insiste. C'est une temporalité entière qui vient se superposer au présent. Le corps, les émotions, les sensations, tout ça, ça réagit comme si le danger il était là, maintenant, parce que pour le cerveau, s'il a pas le tampon de l'hippocampe qui dit « c'était avant », et bah c'est maintenant. Dans le trauma, il n'y a pas de « avant », il y a juste danger. Et donc dans le récit de ma patiente, comme je disais, il y avait pas mal de raisons de penser que c'était exactement ce genre de fonctionnement qui était en jeu. Des réactions disproportionnées à des trucs qui devraient pas déclencher tout ça. Soit des trucs qui en soi étaient inoffensifs, soit des trucs sur lesquels on n'a même pas réussi à mettre le doigt. Comme je disais, des fois, le trigger, on le voit même pas venir. Vous pouvez pas être certain ou certaine que si vous avez réagi comme vous avez réagi, ou si vous avez ressenti ce truc hyper intense, c'est bien à cause de l'odeur des feuilles en automne. Et donc après lui avoir proposé cette piste, elle me répond « Ouais, moi aussi je pense que c'est traumatique, mais vu que je vois pas du tout ce que ça peut être, à mon avis, il y a un événement traumatique de ma vie que j'ai oublié. » Et en soi, ça se tient parfaitement. Dans la littérature, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, et dans la représentation du trauma dans la fiction, c'est un peu le truc de base. Sauf que cette patiente, elle n'oublie pas des trucs normalement. Ça peut paraître con comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça soit hyper probable. Elle a une mémoire autobiographique hyper précise. Elle peut me raconter des trucs de quand elle était gamine de façon hyper détaillée. Elle a pas de trou, elle a pas de zone floue dans sa vie. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que c'est pas quelqu'un qui a tendance à l'amnésie. Alors je précise, la conversation, c'est pas elle qui me propose ça et moi qui lui réponds « Non, vous avez tort ». Justement parce qu'à ce moment-là, je suis pas sûr de mon coup. J'ai tendance à être un peu pareil qu'elle sur ces trucs-là, donc automatiquement je suis biaisé. Il y a un risque assez concret que je transpose mon fonctionnement sur ce que je sais du sien, et ça c'est un truc dont je prends totalement conscience au moment de la conversation. D'ailleurs je lui dis. Et donc je lui dis pas que ça, je lui dis « Écoutez, je suis pas totalement sûr de ce que je vais vous dire, d'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le dire, et puis après je vais revenir dessus par mail après avoir fait des recherches. Mais en gros, moi, si
si je dois caricaturer un peu, et encore pas tant que ça, dans les traumas, moi j'accompagne 2 types de personnes. Les personnes à qui il manque des pans entiers de leur vie, au point que parfois les souvenirs ils commencent à une date précise, genre l'entrée au collège ou un déménagement, et effectivement, chez ces personnes-là, oui, je vais avoir tendance à me dire que peut-être il y a un trauma oublié. Je vais pas forcément partir de là, mais je vais me dire que ça peut être probable. Et le deuxième type de personnes, c'est plutôt les personnes comme vous, qui ont a priori pas intégré l'amnésie comme mécanisme, qui oublient pas, et chez qui c'est uniquement une intuition, ce qu'on cherche, c'est peut-être pas un souvenir oublié, on cherche peut-être plutôt un souvenir auquel vous avez jamais donné d'importance, ou en tout cas pas l'importance qu'il a vraiment eu dans votre vie. Un truc dont vous vous souvenez très bien, mais que vous avez jamais considéré comme structurant. Et alors cette posture de vigilance, qui doit vous paraître être située dans une conversation très bizarre, il se trouve que, en plus, elle me semble plutôt orientée dans le bon sens. Le problème de l'exploration traumatique, c'est les dégâts énormes qu'on peut faire en le faisant. Parce que si vous partez à la recherche d'un souvenir oublié avec une personne qui vous guide, et ben vous risquez très concrètement d'en trouver un. Sauf que ce souvenir, il existait peut-être pas avant que vous le cherchiez. Pour une personne qui a déjà son lot de trauma, spontanément, je me dis ce serait peut-être con de lui en inventer dès qu'ils sont pas vrais. C'est un truc qui est très documenté dans la littérature, ça s'appelle les faux souvenirs induits. Et c'est pas de la mauvaise foi du patient, c'est en général pas non plus de la manipulation consciente du ou de la praticienne, c'est juste que le cerveau, quand on lui demande de retrouver quelque chose qu'il est censé avoir oublié, et bah, il va le fabriquer pour pouvoir répondre à la demande. D'autant qu'il y a 2 facteurs hyper aggravants qui peuvent participer à ce que ça mène à ça. D'une part, le stress et le passé de violence médicale qui nous ont appris à répondre pour faire plaisir avant de répondre pour être soigné. Vous savez, c'est le truc qui fait que quand un médecin vous pose une question que vous comprenez pas, et ben vous avez plutôt tendance à répondre n'importe quoi plutôt que de dire je sais pas. Et vous, votre douleur, elle est plutôt diffuse, lancinante, électrique ou pointue. Et le deuxième, eh ben, c'est tout bêtement le contexte de confiance thérapeutique. Surtout si là où le thérapeute a une hypothèse en tête. Et surtout si le patient veut comprendre ce qui lui arrive. Vous mettez tout ça ensemble et vous avez vraiment une usine à souvenirs qui n'ont jamais existé. Et je vais insister, c'est pas un fun fact de la traumatologie, ça, hein. Les conséquences, elles sont pas du tout abstraites. Il y a des personnes qui ont construit toute une histoire traumatique autour d'événements fictifs et qui doivent ensuite gérer le fait que leur trauma fondateur, il n'est pas arrivé. Et c'est une violence énorme. Parce qu'il faut quand même guérir le trauma, en sachant que la personne, elle va se gaslight sur le fait qu'elle sait très bien que c'est pas arrivé au bout d'un moment. Donc moi, par principe, j'évite de partir à la chasse aux souvenirs enfouis. D'autant plus qu'en vrai, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'en a pas tant besoin que ça. On peut tout à fait accompagner un trauma sans avoir accès au récit de l'événement. Ce qui compte, c'est pas de savoir exactement ce qui s'est passé, c'est de travailler sur les réactions, les émotions et les schémas qui se rejouent dans le présent. Et je suis assez sceptique, pour pas dire plus, sur les approches qui consistent à faire revivre le trauma de façon intense, à replonger la personne dedans, à raconter dans le détail, etc. Parce que ce que ça peut réveiller, c'est pas juste des émotions un peu vives, c'est potentiellement des reviviscences massives, des décompensations, des trucs qui vont laisser la personne plus mal qu'avant la séance, et après la séance, on n'est pas forcément là pour accompagner la personne. Et pour moi, si une méthode thérapeutique fait régulièrement du dégât, même si elle marche dans certains cas, il y a un problème avec la méthode, ou en tout cas, il y a un problème avec les guidelines qui nous amènent à l'appliquer. Et donc c'est là que j'ai décidé de lui raconter un truc personnel à ma patiente. Et je sais que dit comme ça, pour pas mal d'entre vous, ça va paraître extrêmement bizarre. On a souvent cette image du praticien complètement neutre, qui révèle rien de lui-même, qui fait en hochant la tête sans jamais se mouiller. Et il y a des contextes où ce truc-là c'est pertinent, mais il y a aussi des contextes dans lesquels c'est pas la posture la plus utile. La qualité de la relation thérapeutique, elle reste quand même centrale dans la qualité du soin. Dans une relation thérapeutique établie, là, on se connaissait depuis un moment. Donc dans une relation où il y a une confiance mutuelle, un cadre solide basé sur l'horizontalité des savoirs, une capacité à distinguer ce qui est à elle et ce qui est à moi, le partage d'expérience, ça peut être un outil. Pas pour faire mon intéressante ou pas pour ramener la conversation à moi, mais parce que parfois, pour expliquer un concept un peu abstrait, rien ne vaut un exemple concret. Et cet exemple, à ce moment-là, j'étais vraiment la personne la mieux placée pour le lui donner. Je rappelle que moi, je m'inscris dans une approche de psychologie critique, c'est-à-dire une approche où la personne qui soigne, elle est pas au-dessus, elle est pas non plus en dehors. Je suis pas de l'école des observateuristes neutres qui regardent leurs patients depuis une position sachante. Donc je sais que c'est vraiment étonnant pour pas mal de personnes qui ont une notion un peu datée du cadre thérapeutique, mais utiliser mon vécu quand c'est pertinent, quand c'est contenu et quand ça sert le travail de la personne en face, c'est pas une faute professionnelle en fait, c'est même un choix clinique réfléchi et recommandé dans beaucoup de situations. Bon, j'arrête de digresser 2 secondes et je continue. Comme je sens à ce moment-là que la piste que je lui propose lui parle effectivement un peu plus que sa piste initiale, je lui raconte la consultation dans laquelle j'étais moi-même le patient, et consultation que ma psy commence en me disant qu'elle a bien réfléchi à tout ce que je lui ai raconté et qu'elle pense que j'ai un syndrome de stress post-traumatique sévère.
Ce champ disciplinaire, aussi bien dans la recherche que dans les médias, il est massivement représenté par des cas de vétérans américaines et américains qui reviennent du Vietnam. Parce qu'il y a derrière la guerre du Vietnam un cas spectaculaire d'épidémie de PTSD. Avec évidemment un parti pris très clair pour les patients et les patientes américaines, et pas pour les patients et les patientes vietnamiennes. Donc moi, à ce moment-là, c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Le trauma, c'est les trucs hyper impressionnants. Donc autant vous dire que mon niveau de légitimité à m'identifier au vécu de gens qui ont fait la guerre, il part pas hyper haut. Le moment où je commence ce suivi avec elle, il vient juste de m'arriver un truc hyper traumatisant que j'aborderai pas ici, mais dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Soigner ses politiques ou Pourquoi j'ai volé un chat. Moi, ayant vécu ça très récemment, je lui dis oui, effectivement, c'est logique, il vient de m'arriver ça, c'est sûrement pas déconnant de considérer que je suis traumatisé. Et elle me répond non, je parle de avant ça. Donc je me demande pas, je réponds, je dis oui, c'est vrai qu'il y a un an, j'ai perdu ma maison dans un incendie, j'ai failli perdre tous mes animaux dedans, et j'ai dormi quelques nuits dehors, donc effectivement, oui, le trauma, ça se tient aussi pour ça. Et elle enquille à nouveau, et elle me dit, non mais, je veux dire, bien avant ça, je pense qu'il y a des événements traumatiques, je pense aussi qu'il y a du trauma complexe, peut-être dû à votre autisme, mais que vous êtes vraiment un cas sérieux de PTSD, depuis bien avant ça. Je me retrouve un peu comme un con à pas trop savoir quoi répondre à ce moment-là. Je vous rappelle qu'au moment de la consultation, je me sens absolument pas légitime à revendiquer quoi que ce soit de tout ça. Et donc elle fait un truc qui s'appelle vérifier le niveau d'adhérence, c'est-à-dire s'assurer que la personne rejette pas en bloc ce qu'on vient de lui diagnostiquer, parce que sinon le reste ça servira à rien. Et elle me demande qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Moi je suis sincère et je lui dis compliqué, parce que pour moi à la base le trauma c'est vraiment restreint. Pour que je me sente légitime à utiliser ce terme-là, ou même juste à y croire, il faudrait que ce soit vraiment classique, quoi. Donc guerre, viol ou terrorisme. Et elle me répond, mais excusez-moi, mais vous étiez quand même dans les attentats du 13 novembre. Vous avez déjà vécu ce truc-là, ce moment où une personne vous fait fermer votre gueule sur un truc qui vous concerne vous-même? Je vais pas vous mentir, on sent un peu con. Maintenant, c'est mon taf de faire vivre ce truc-là aux autres. Je peux vous assurer que c'est plus confortable depuis ma position. J'étais très con à l'époque. J'avais rendez-vous dans un bar pour une soirée étudiante rue de Charonne, dans le 11e arrondissement. Et sur le trajet, ma famille m'avait envoyé des messages pour me dire de pas y aller, qu'il y avait un attentat à Paris et qu'on n'avait pas beaucoup plus d'infos que ça. Moi, ma réflexion, ça a été de me dire que Paris, c'était quand même très grand, et j'avais pas pensé au fait que les assaillants, ils puissent juste passer dans les rues en voiture. Et encore une fois, ça va paraître idiot avec le recul, mais on était en 2015. Le mot attentat, il faisait pas hyper peur à l'époque. On était tellement dans une période tendue qu'un pigeon qui explosait sur les lignes électriques de Gare du Nord, c'était un attentat. Donc je sais pas quoi vous dire, j'étais incrédule, et j'y suis allé quand même. Quand je suis arrivé dans le bar, où je m'attendais à de la musique hyper forte et plein de gens qui parlent, tout le monde était assis par terre, à côté des tables, en train d'écouter une seule radio, qui, à elle seule, vu le silence total qu'il y avait, suffisait à ce que toute la salle entende. Et eux, les mecs en bagnole, ils sont arrivés juste après. On les a pas vus, on les a tout juste entendus, et ma meilleure amie de l'époque, sa meuf et moi, on s'est jetés sur un taxi pour qu'il nous amène à un appart. Et croyez-le ou non, ce sac à merde, il nous a fait payer la course. Donc c'est pas plus que ça l'histoire, c'est beaucoup, je pourrais raconter plein de détails, mais c'est pas plus que ça. Et donc voilà comment, avant d'en faire mon métier, je découvre, en étant moi-même aux premières loges, la complexité de la psychotraumatologie. D'abord en découvrant que de manière constante et insidieuse, une très grande partie de mon vécu est traumatogène, puis en me rendant compte des années après qu'on pouvait avoir vécu un événement traumatique et être persuadé d'en avoir rien à foutre. Alors, ça m'a pas rien fait, cette soirée du 13 novembre. J'ai passé pas mal de temps dans les semaines qui ont suivi à pleurer, et quand j'étais prof, je vivais pas particulièrement bien les exercices PPMS intrusion. Mais dans le récit que je fais de moi-même, cette soirée, elle a jamais particulièrement eu une place importante. C'est ça qui est traître, c'est que un truc peut être écrit noir sur blanc dans notre mémoire traumatique, et pour autant occuper une toute petite place à l'intérieur de notre mémoire autobiographique. Encore aujourd'hui, je suis quasiment totalement incapable de faire la part de ce qui, dans ce qui m'a structuré, date de ce jour-là, et date de tous les autres jours. Alors que, du point de vue narratif, je peux parler des heures de comment ça a participé à ma politisation, à mes convictions, à mes inquiétudes envers les politiques sécuritaires qui sont nées d'un événement dont j'avais la sensation qu'on me le volait un peu. Et donc, après l'assassinat de Paty, j'ai essayé d'expliquer à la direction du lycée où je bossais que, non, à mon avis, foutre des militaires en armes juste devant l'entrée et rendre obligatoire la fouille des sacs, c'était pas la meilleure idée du monde. Et que faire comprendre aux élèves à longueur de journée qu'on était en guerre et qu'on allait surveiller qu'ils et elles n'allaient pas essayer d'attaquer la laïcité, c'était pas tip-top non plus. Et à ce moment-là, je sentais bien aussi que ça me ramenait à Vigipirate, et donc à tout ce qui a suivi la soirée du 13 novembre.
Mais de là à ce que j'ai été traumatisé, à l'époque, non, c'était plutôt, rhétorique pour moi. C'est un genre d'argument d'autorité du type, alors moi j'ai entendu des gens se faire tuer, alors peut-être écoutez mon avis sur la sécurité psychologique des élèves. Enfin voilà, c'était juste ça. Alors maintenant, la question la plus importante, c'est est-ce que j'avais raison? Est-ce qu'il est vrai que certaines personnes vont plutôt avoir tendance à oublier et d'autres plutôt tendance à négliger? Et là, il se trouve que dans la recherche, il y a plutôt des choses qui vont dans mon sens. Richard McNally, un psychologue américain, directeur de la formation clinique du département de psychologie de Harvard, a beaucoup bossé sur la question de la mémoire traumatique. Dans ses recherches, il parle de ce qu'il décrit comme l'erreur la plus fréquente des théoriciens de l'amnésie dissociative. Et donc cette erreur, l'erreur la plus fréquente selon McNally, c'est confondre ne pas penser à quelque chose avec être incapable de s'en souvenir. C'est pas la même chose. Le souvenir, il peut être là, intact, accessible, bien rangé avec sa date et son contexte, mais la personne n'y pense pas forcément. Ou elle y pense de façon indirecte ou contextuelle, mais elle considère que c'est pas important, que ça compte pas. Un exemple typique, c'est qu'il y a eu des études où on demandait à des personnes traumatisées « Y a-t-il eu une période de votre vie où vous ne vous rappeliez pas de cet événement ?» Et les gens y répondaient massivement « oui ». Et donc les chercheurs y concluaient « amnésie dissociative », parce que le souvenir il était bloqué, il a fallu aller le retrouver. Sauf que McNally, il dit attendez, parce que quand on pose cette question, les gens y répondent probablement pas à « étiez-vous incapable de vous en souvenir ?» Ils répondent à « y a-t-il eu une période où vous n'y pensiez pas ?» Je voudrais que vous compreniez pourquoi c'est pas la même chose. Vous demandez aux gens de se souvenir s'ils se souvenaient d'un truc. Donc, à moins de pouvoir faire un saut temporel dans leur cerveau de l'époque, ça me paraît très compliqué de distinguer « je n'y pensais pas » de « même si j'avais essayé, j'aurais été incapable de m'en souvenir ». Ça, c'est pas juste une nuance théorique, ça change tout dans la pratique. Parce que si on part a priori, c'est-à-dire avec comme première hypothèse de travail, du principe que les gens refoulent leur trauma, on va utiliser des techniques pour débloquer des souvenirs. De l'hypnose, de la régression, des trucs qui vont aller chercher des souvenirs enfouis. Alors que si on part du principe que le souvenir est peut-être déjà là, mais pas considéré comme important, une question directe peut suffire à ce que la personne fasse le lien. La posture clinique, elle est complètement différente. Et une des deux me paraît surtout plus prudente. Et puis il y a aussi un autre truc que les chercheurs ont documenté, c'est l'idée de réinterprétation. On peut avoir un souvenir qui a toujours été accessible et donc toujours accédé, et à un moment donné, quelque chose change, une conversation, une lecture, une thérapie. Et donc on se met à voir ce souvenir différemment. Le souvenir lui-même, il n'a pas bougé, mais le cadre qu'on met autour, lui, il change. Et ça peut donner l'impression subjective d'avoir retrouvé quelque chose qu'on avait oublié, alors que non, on n'avait juste jamais regardé le truc comme ça. C'est très compliqué de faire la différence entre oublier ou ne pas se rappeler et amnésie. Il y a plein de conversations de votre vie, si je vous dis juste « Ah tiens, tu te souviens de ça ?» Bon vous allez réveiller ce souvenir-là que vous avez en vous. Vous voulez jamais ramener ce souvenir, vous avez jamais cherché à le ressortir, donc c'est comme si vous l'aviez oublié jusque-là, mais vous l'aviez pas oublié, il était là. C'est juste qu'il a jamais été mobilisé. Si je vous demande 10 ans après, est-ce qu'il y a des périodes de ta vie où tu as oublié cette conversation-là? Vous allez me répondre oui. Bon, cette configuration précise de souvenir réinterprété, remis dans un contexte, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le 13 novembre. J'avais le souvenir, j'avais les réactions, mais dans le récit que je faisais de moi-même et de comment je suis devenu, qui je suis devenu, ça comptait pas. Je le racontais pas dans l'histoire de ma vie. Et d'ailleurs, dû le raconter à 5 ou 6 personnes, c'était vraiment pas important pour moi. Et le pire, c'est que apparemment, j'étais pas seul dans cette situation-là. L'enquête ESPA 13 novembre, qui a suivi les personnes exposées aux attentats, a trouvé que parmi les gens qui avaient probablement un PTSD, 46% suivaient pas de traitement régulier. Et ce chiffre, il montait à 63% chez les personnes sur place ou à proximité, contre 33% chez les personnes qui avaient été directement menacées par les terroristes. Autrement dit, plus on était juste témoin, moins on se soignait. Probablement, encore une fois, pour des raisons de légitimité. Parce qu'on a rapidement l'impression que c'était pas assez grave, qu'il y avait pire, que c'était pas notre trauma. Et ça dit quelque chose de personnel, de socio-subjectif, mais ça dit aussi quelque chose de politique. Le 13 novembre, on en a fait un objet médiatique, un objet sécuritaire, un objet de mémoire nationale, mais un objet sanitaire, beaucoup moins. La puissance publique a été très forte pour déployer des militaires dans les gares et justifier des lois d'exception. Elle a été beaucoup moins présente pour s'assurer que les gens qui avaient besoin de soins y aient accès. Et surtout qu'ils se sentent légitimes à y accéder. Et ça passe par des campagnes de sensibilisation, par des interventions, etc. Moi, la soirée étudiante dont je vous parle, c'était une soirée étudiante de mon université, quoi. C'était organisé par le BDE, donc il y a beaucoup d'étudiants de la même fac qui étaient sur les lieux. On aurait juste pu envoyer des intervenants ou des intervenantes pour
essayer de recueillir la parole et tout ça, quoi. Ça devrait être la priorité immédiate dans ce genre de situation, et dans n'importe quelle situation en réalité. Ça va vous paraître déconnecté, mais j'avais assisté à une conférence de l'IPA qui s'intitulait quelque chose comme Comment continuer de soigner les gens après leur suicide. Et le titre, il peut faire sourire, mais c'est pas un paradoxe. La seule puissance que l'État pense avoir, c'est celle de foutre des militaires partout pour éviter que vous vous fassiez traumatiser et ou tirer dessus. Mais donc, une fois que l'État a échoué, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on répare les traumas? Dans le suicide, c'est exactement la même chose. Les guidelines nous disent que quand une personne s'est tuée, le but c'est pas de se frotter les mains et de dire bon, eh ben on a fait tout ce qu'on a pu, réunissons-nous pour réfléchir à comment on va éviter que ça arrive à nouveau. Il faut aller chercher les proches, les amis, la famille, les collègues, déployer tout un dispositif autour de la personne regrettée, parce que justement, c'est ici qu'il y a de la souffrance maintenant, et d'un point de vue extrêmement cynique, c'est ici qu'il y a les nouveaux risques de suicide maintenant. Alors, pour mon histoire de profil négligence versus profil amnésie, est-ce que j'ai raison sur toute la ligne? Probablement pas. La place qu'un événement occupe dans notre récit de nous-mêmes, elle est déjà pas figée en plus. C'est exactement ce que ma psy elle avait fait bouger en une phrase. Le souvenir, il avait pas changé. C'était le cadre autour, le cadre de réflexion sur ce souvenir-là qui s'était déplacé. Donc c'est pas si simple que j'ai oublié d'y penser ou j'ai oublié de le considérer dans mon récit de vie, etc. Et même vous, il est très possible que vous vous rappeliez très bien de certaines choses, si on vous les demande, mais qui sont des choses auxquelles vous ne donnez pas d'importance. Pas parce que vous les avez oubliées, mais parce que vous vous êtes jamais senti légitime à considérer que ça comptait. Parce que c'était pas si grave, parce qu'il y a pire, parce que vous auriez pu être directement à côté du truc, parce que il y a des gens qui en même temps que vous l'ont vécu de façon plus intense, etc. En gros, parce que ça rentre pas dans les cases de ce qu'on vous a appris à reconnaître comme un trauma. Sauf que ces cases-là, elles sont vraiment toutes petites. Mais la taille de ces cases et toutes ces réflexions-là, c'est pas juste des questions de psychologie individuelle. C'est aussi des questions de qui a le droit de souffrir dans une société? Qui a le droit de dire « ça m'a fait du mal » sans qu'on lui réponde « oui, mais quand même, c'est pas la guerre ». La légitimité à se reconnaître traumatisé, elle se distribue pas au hasard. Elle dépend de ce qu'on considère collectivement comme suffisamment grave, et ça, c'est politique. Et il serait peut-être temps qu'on s'en saisisse. Bon, vous l'avez peut-être compris à travers, les explications que j'ai faites un petit peu dans la vidéo. J'ai appelé la vidéo, Bataclan, je ne mentionne pas le Bataclan dedans, enfin je mentionne le 13 novembre. Le 13 novembre, c'était aussi le jour du Bataclan, justement pour dire mon Bataclan, dans le sens où, oui, il y a des gens qui ont vécu le même jour que moi, quelque chose d'infiniment plus traumatisant. Il y a des gens qui ont vécu des trucs absolument horribles, abominables, et cetera. Mais ça veut pas dire pour autant que ces personnes-là justifient le fait que cet événement m'appartienne moins, que cet événement écrive moins une partie de mon histoire, ou que cet événement, j'aurais pas le droit de revendiquer qu'il ait une place particulière dans ma mémoire traumatique. Dans énormément d'événements, on se retrouve être le personnage secondaire d'une histoire. Et quelqu'un qui meurt, tout le monde est triste autour de cette personne-là, sauf que vous étiez pas aussi proche que les autres de cette personne. Bon bah, est-ce que vous avez le droit d'être triste? Oui. Parce que la mort, de toute façon, c'est traumatisant. Mais on a beaucoup de difficultés à laisser autant de place à chaque personne dans les événements comme ça. Le but, c'était pas de dire que je devais être pris avec autant de priorité que les personnes qui ont directement été en contact avec les terroristes, avec des fusils braqués sur LE, etc. Le but, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, que ce soit des événements dans des vies familiales, collectives, etc., ou des événements plus nationaux, comme celui-ci, quand on oublie des gens, quand on met des gens de côté, et ben en fait, il y a un très très grand nombre de dispositifs de soins qui viennent à manquer, et des personnes qui vont continuer de vivre des vies entières avec un truc qui aurait pu être géré à la source, et qui aurait pu être beaucoup mieux géré que ça. En dehors de tout ça, bon, merci à Gollum le dodu, le Pierre-Édouard Sterrin de la gauche, mais j'ai pas que Gollum le dodu qui participe à cette chaîne avec des dons réguliers. C'est juste que j'ai plein de personnes qui donnent autant que lui et qui m'ont demandé spécifiquement de ne pas dire leur nom. Donc merci quand même à vous. Merci à toutes les personnes qui donnent n'importe quel montant et qui permettent à cette chaîne d'exister. Et merci beaucoup pour les 15 000 abonnés. Je pensais pas du tout un jour arriver à ce nombre-là. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc si vous voulez continuer d'avoir des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me soutenir. Vous connaissez, je vais pas vous faire tout le truc, mais c'est vrai que les dons, ça aide beaucoup, mais les abonnements, ça aide pareil, parce que ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Bref, merci, vous êtes pour la très grande majorité, incroyable.